Chers spectateurs, vous voilà, on vous attendait pour commencer. Cette recette est un peu plus longue, pleine de lumière et de magie, alors accrochez vos tabliers. Notre saviez-vous s'inspire des folies et merveilles des fêtes de Noël. Toutes ces lumières, ces paquets trop brillants et ces clochettes qui tintent sans arrêt, cette joyeuse agitation qui nous emporte tous. Laissez-vous porter par une version ludique et gourmande, une cuisine un peu en bazar, des préparatifs partout, et quelqu'un qui, au lieu de courir les magasins, préfère créer quelque chose de délicieux. Car au fond, le vrai plaisir, ce n'est pas seulement quand c'est bon, c'est fait maison. C'est surtout ce que l'on crée et partage, avec amour, gourmandise et une pointe de malice. Acte 3. Les écrins du capitaine. Aujourd'hui, vous allez vous régaler avec nos vol-au-vent de la mer. Une recette de Noël croustillante et délicate, où crevettes et des trésors des océans se glissent dans un écrin doré de feuilletage maison. Attention, nous avons additionné l'eau, le beurre et la farine pour nos 3 préparations. Ces ingrédients seront détaillés lors de la recette, les autres sont simplement listés ici, comme d'habitude. C'est parti, installons l'ambiance de Noël. Il nous faut 2 kg et 375 g de farine, et notre moulin va tourner à vive allure pour transformer tout ce blé en une pluie de flocons de neige tout doux. Nous avons besoin d'1 kg et 600 g de beurre bien froid, sec, c'est-à-dire contenant au minimum 82% de matière grasse. Tout ce tas de beurre, prêt à se glisser dans la pâte, comme de petits cadeaux sous le sapin. Quel farceur celui-là! En attendant les cadeaux, découvrons ensemble quelques célébrations de Noël. Saviez-vous que le tout premier sapin de Noël est une énigme aussi ancienne que l'hiver? Certaines histoires venues d'Estonie parlent d'un sapin dressé dès 1441, mais d'autres légendes de Lettonie jurent que le premier sapin décoré brillait déjà en 1510. Dans chaque communauté, les gens dansaient autour de l'arbre. Puis ils le brûlaient pour terminer les réjouissances d'hiver. Il nous faut 20 g de sel, pour que chaque bouchée devienne un petit feu d'artifice de saveur. Nous avons besoin d'environ 1 litre d'eau, puisée dans notre fontaine au bord de la cascade. Mais, il brûlait l'arbre. Quand Noël s'agite trop fort, la magie de Noël brûle surtout dans les cœurs, se mélange aux émotions et déborde parfois sans prévenir. Il nous faut une cuillère à café de fumet de poisson, pour éveiller les parfums des profondeurs marines. 250 g de beurre classique, celui qui fond plus volontiers que son cousin, sec, parfaitement adapté à nos préparations d'aujourd'hui. Revenons à ces anciennes fêtes des pays du froid, le sapin avait un rôle magique. Les gens déposaient toutes les petites bêtises, les soucis et les malheurs de l'année. Puis quand les fêtes étaient terminées, on brûlait le sapin. Comme ça, l'année suivante commençait avec une page toute propre. Nous avons besoin de 3 œufs, gentiment offerts par nos poules. Regardez ce que je tiens là, 220 g de saumon fumé, préparé par Carvic, notre capitaine des filets, qui vous salue. Il nous faut 2 litres de lait, qui donneront à notre recette toute son onctuosité. Nous avons besoin de 400 g de crevettes crues, un vrai trésor, tiré des filets de Carvic, qui a bravé le soleil des tropiques et les récifs coralliens. Tout droit pêché dans l'Atlantique, 300 g de noix de pétoncle sans corail, quel périple parcouru dans ces eaux tumultueuses avant de venir se poser sur notre table. Nous avons besoin de 370 g de girolles, récoltées à l'aube, lorsque la forêt dévoile ses trésors aux plus patients. Il nous faut les quenelles au saumon que nous allons préparer maison, avec vous dans cette vidéo, prêtes à révéler leurs arômes, dans chaque bouchée à la reine. Récolter environ 25 g de riz sauvage cru par personne, juste assez pour accompagner ce vol-au-vent. Ah oui, et pour chaque assiette, je dirais, la petite touche finale, une crevette entière, une belle girole, quelques noix de pétoncle à acheter en supplément de ce qu'on a déjà dans nos ingrédients. N'oubliez pas de multiplier par le nombre de vol-au-vent que vous préparez. On prend un moment pour organiser nos ingrédients, ça rend le travail plus clair et plus agréable. Allez, je m'occupe de la détrempe. Je sépare d'abord la farine en 2 parts égales, 1 kg dans chaque saladier. Hop, le premier kilo rejoint la cuve de notre ami le robot. Encore ce robot. On le voit dans chaque recette. C'est quoi ce machin trempe? On va faire la bagarre avec la farine ou quoi? Mais non, pas du tout. La détrempe, c'est simplement la première pâte qu'on prépare. Comme on travaille avec une grosse quantité, le robot nous facilite vraiment la tâche. Ensuite, c'est cette pâte-là qu'on va étaler pour y cacher le beurre et commencer le feuilletage.
Et tu ajoutes le sel, c'est bien ça? On le divise en 2 parts égales, 10 grammes dans chaque des trempes. On verse maintenant 400 g d'eau pour obtenir une pâte souple sans qu'elle colle. Lorsque votre pâte paraît trop sèche, incorporez l'eau progressivement pour atteindre la bonne consistance. Une fois notre détrempe simplement mélangée au crochet, surtout, on ne la pétrit pas. On peut passer à la suite. Je forme 2 boules égales, que je pèse pour vérifier qu'elles ont le même poids. Je les filme et je les place au réfrigérateur pour 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare le beurre de tourage que j'ai choisi à 83% de matière grasse. Voilà, notre grosse brouette de beurre. On la partage en 4 parts parfaites, 400 g chacune. Mais Willow, dis-moi, avec un autre beurre, la pâte ne serait pas aussi magique? Ce beurre bien froid et sec, à faible teneur en eau, permet aux couches de pâte de se séparer parfaitement à la cuisson, créant ainsi le feuilletage aérien et croustillant que nous recherchons. On prend le rouleau, c'est le moment de se défouler. On frappe le beurre de toutes ses forces, mais attention à ne pas abîmer le plan de travail. Cette montagne de beurre est étalée uniformément jusqu'à obtenir une couche fine, semblable à une feuille. On emballe le beurre dans du papier sulfurisé et on le remet au réfrigérateur. S'il n'est pas assez ferme au moment de l'utiliser, hop, un petit tour de quelques minutes au congélateur. On répète ces opérations pour obtenir 4 boules de pâte et 4 paquets de beurre. On continue. Il est maintenant temps de vous montrer les tours, ceux qui vont donner toute la légèreté à notre feuilletage. Quoi? Tu pars en voyage avec cette valise étrange et tu nous laisses seuls dans la cuisine. Et nous, on reste là à surveiller cette pâte en attendant qu'elle devienne feuilletée? Confetti, arrête tes histoires et concentre-toi. Assez de bêtises. Regarde plutôt et prends des notes. Pendant que Willow installe son gadget magique, je vous raconte pourquoi le calendrier de l'Avent fait briller nos yeux chaque décembre. Au 19e siècle en Allemagne, on comptait les jours avant Noël avec de simples images. En 1908, le calendrier se commercialise, et dès 1920, apparaissent les petites fenêtres à ouvrir, parfois avec un petit dessin ou une phrase d'encouragement. En 1958, on y met des chocolats. Dans les années 1970, le calendrier se répand largement, y compris en France. Depuis les années 2010, il existe pour enfants et adultes, avec surprises sucrées, salées ou des petits cadeaux. Je sors une boule de détrempe et un paquet de beurre du réfrigérateur, puis je farine mon plan de travail et aplatis la pâte à l'aide de mes mains pour qu'elle passe plus facilement dans le laminoir. Waouh! Cran par cran, Willow aplatit la pâte avec soin, doucement. Et bientôt, cette pâte sera prête à envelopper notre beurre magique. Je m'assure que la pâte soit plus large que mon carré de beurre, afin qu'il puisse être complètement enveloppé. Vous pouvez aussi utiliser un rouleau à pâtisserie, mais c'est un peu plus délicat. Il faut étaler la pâte doucement, sinon le feuilletage risque de se casser. Se casser? Tu veux dire que notre pâte peut se briser comme un biscuit si on y va trop vite? Exactement, confetti. Si on appuie trop fort ou trop vite, les fines couches de beurre et de pâte se déchirent, et notre feuilletage perd toute sa légèreté et son croustillant. Voilà, la pâte a reçu son abaisse, comme aime le dire Willow dans son langage de boulanger. Il suffit maintenant d'envelopper le beurre et de repasser doucement la pâte, cran par cran, pour bien démarrer notre feuilletage. Vous n'avez pas de laminoir avec des crans comme nous? Pas de souci. Étalez simplement la pâte doucement avec un rouleau, passage par passage, en gardant la même pression pour obtenir une épaisseur uniforme et bien démarrer votre feuilletage. Je commence par un tour double. Concrètement, cela veut dire que je plie ma pâte en 3. Je plie un côté sur un quart, puis l'autre côté sur les 3 quarts restants, avant de replier le tout en 2. Le pliage du tour double est fait, mais il reste un petit détail. À l'aide d'un couteau, on vient tracer une fine entaille tout le long du pli dorsal, de chaque côté. Ça permet d'étaler la pâte plus facilement et d'éviter qu'elle ne se déchire pendant le prochain passage du rouleau. Ensuite, j'aplatis doucement la pâte avec le laminoir manuel, en passant progressivement par chaque cran pour ne pas la déchirer. Et pour ceux qui travaillent avec ce bon vieux rouleau en bois, c'est exactement la même idée. Vous étalez la pâte tout doucement, en plusieurs petits passages réguliers, comme si vous imitiez l'écran. On garde toujours la même pression, et peu à peu, la pâte s'allonge, prête pour le prochain tour. Maintenant, je vais vous montrer un tour simple. Je commence par plier un côté de la pâte un peu plus long que le milieu. Ensuite, je replie l'autre côté par-dessus le premier. Comme si, nous plions mes torchons pour les mettre en ordre dans le placard de la cuisine. C'est rapide finalement. Voilà un super feuilletage pour notre recette. Enfin, je crois. Attends doucement, petit malin.
Ce n'est pas encore fini. Après ces tours, je laisse 3 petites empreintes de doigts sur la pâte. Ah, comme ça, on se rappelle combien de tours on a déjà réalisé. Pratique. Exactement. Ensuite, je refilme la pâte et je la replace au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. 1 heure. Mais c'est une éternité. Je crois que je vais finir par danser autour de la cuisine par ennui. Si on veut que notre feuilletage soit parfait, on n'a pas le choix, le beurre doit rester bien frais. S'il commence à fondre et à se mêler à la pâte, tout le travail sera perdu. En gros, le secret du feuilletage, c'est de ne pas laisser le beurre se mélanger à la pâte. C'est lui qui crée toutes ces couches légères et croustillantes. Ici, nous allons faire 5 tours au total. Je reprends la pâte qui a reposé 1 heure, je refais un tour simple, puis je marque la pâte avec 4 empreintes de doigts, je refilme et je la replace au réfrigérateur pour 1 heure. 4 empreintes? Puf, moi j'aurais rempli toute la pâte avec mes mains. Et même celle de Willow. Calme-toi, confetti. 4 suffisent pour ce tour. Pour le dernier tour simple, je marque 5 empreintes, je filme à nouveau et je laisse reposer toute la nuit au réfrigérateur. Pas de panique pour les chutes. Nous avons transformé le reste de la pâte feuilletée, devenue pâte brisée, en mini-tartelettes sucrées et salées. Certaines sont garnies de fruits rouges, d'autres de crème gourmande, et même quelques versions salées avec fromage et légumes. On dirait presque des trésors miniatures. Ah, j'en connais qui vont se régaler pour le réveillon, et chaque tartelette raconte sa propre histoire. Nous voilà au lendemain. Nous reprenons notre pâton et c'est reparti, avec le super laminoir valise. Willow va l'étaler doucement, cran par cran. Nous visons environ 1 centimètre d'épaisseur, mais attention à ne pas trop appuyer. Sinon, le feuilletage va s'échapper en courant et finir par se cacher pour toujours. Après tout ce travail et tout ce temps d'attente, ce serait une véritable catastrophe. Voilà, j'ai étalé la pâte, et maintenant je peux découper les formes de nos vols au vent avec l'emporte-pièce. Le cercle de base mesure 11 cm de diamètre, et j'en réalise 8 au total sur ce pâton. On laisse 4 bases entières comme ceci, puis avec le deuxième emporte-pièce de 6,5 cm, on appuie au centre de la base et on retire délicatement le petit cercle du dessus afin de créer la cavité. Avec un peu d'eau et un pinceau, je badigeonne le tour de la base pour y déposer nos cercles. Ainsi, nos vols au vent seront prêts à passer à l'épreuve du four et à révéler si notre feuilletage est réussi. On préchauffe le four à 220 degrés. Je passe un peu de dorure, un œuf battu, sur notre pâte encore toute plate, pour qu'au four nos vols au vent prennent une belle couleur dorée. La cuisson demandera environ 30 minutes, mais surveillez votre four. Chaque four a son caractère. Dès que la pâte est bien développée et dorée, vous pouvez les sortir. Petite astuce pour que les coques feuilletées ne montent pas trop. Placez une grille ou une plaque de cuisson au 2e niveau du four. Tout en regardant nos vols au vent gonfler doucement dans le four, je me suis dit qu'il était temps de vous parler des cadeaux de fête. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette tradition? Elle remonte à l'Antiquité, avec les Saturnales romaines. Chaque décembre, les Romains célébraient Saturne, le dieu de l'agriculture, avec des banquets, des jeux et des rires, et s'offraient des cadeaux. Ces présents, appelés sigillaria, étaient de petites figurines ou friandises, offerts pour souhaiter chance et joie à leurs proches. Voilà, nos 14 écrins du capitaine sont prêts. Chacun attend sa garniture, comme un trésor encore caché. Il est temps de préparer la suite, ce qui leur donnera toute leur personnalité. Je vais réaliser une poêlée avec nos ingrédients crus pour qu'ils ne rendent pas trop d'eau dans notre béchamel. Cela permettra de garder tout le goût et la texture de chaque ingrédient. On commence par préparer les crevettes crues. On les épluche et on les coupe en tronçons réguliers. Attention, gardez bien quelques crevettes entières pour la fin. Sinon je me faufilerai dans votre cuisine et je les cacherai moi-même. Voici nos girolles, toutes prêtes à l'emploi. On les a légèrement blanchies pour les attendrir, et maintenant, il ne reste plus qu'à les couper en petits morceaux. Et ici aussi, après le blanchiment, n'oubliez pas de réserver les plus belles pour la touche finale spectaculaire. Je ne coupe pas les noix de pétoncle, elles vont réduire naturellement à la cuisson. J'en réserve quelques-unes crues, que nous préparons ensuite pour la décoration des assiettes. Notre chef verse un filet d'huile d'olive dans la poêle. Dès que c'est chaud, il commence par faire revenir les girolles. Ça sent bon, comme si la forêt s'était invitée dans cette cuisine. Ajoutez un peu de sel aromatisé à l'ail et aux herbes. On ajoute les noix de pétoncle. Je termine par les crevettes, je laisse quelques minutes aux ingrédients pour qu'ils révèlent toute leur saveur, puis je réserve la poêlée pour la suite. Passons à la création des quenelles de saumon.
La casserole est sur le feu. 250 g d'eau, 50 g de beurre et une cuillère à café de fumet de poisson y sont versés. Puis le tout est porté à ébullition. Dès que le beurre est fondu, j'ajoute 175 g de farine et je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et voilà, on stoppe le feu. Attention, ne laissez pas s'échapper la magie de la pâte. Tant qu'elle est encore chaude. J'ajoute les œufs un à un, en prenant bien soin que chaque œuf soit entièrement incorporé avant de passer au suivant. C'est important pour que la pâte reste homogène. On ajoute le saumon fumé, préalablement mixé, à la pâte, puis on mélange bien pour que toutes les saveurs se mélangent. Et, surtout, n'ajoutez pas de sel ni de poivre. Le fumet de poisson fait déjà le boulot, et le saumon fumé est déjà bien salé. Sinon, gare à vos papilles, ça deviendrait immangeable. Pour former nos quenelles, j'utilise la poche à douille afin qu'elle reste petite et parfaite pour accompagner la sauce des vol au vent. Dans une casserole, on porte 1 litre d'eau à ébullition. Je presse la poche juste au-dessus de la casserole d'eau chaude, puis à l'aide d'un couteau je découpe de petites quenelles. Je reste le plus près possible de l'eau pour éviter les éclaboussures et me protéger des brûlures. Dès que les quenelles remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites. Vite à vos écumoires et plouffe dans un saladier d'eau froide, sinon elles vont se faire des câlins et vont se coller les unes aux autres comme du chewing-gum. Tandis que nos quenelles se forment, Noël n'a pas toujours été une fête pleine de boîtes et de rubans. Il y a environ 70 ans, un Noël très simple se résumait souvent à une clémentine, un vrai trésor et parfois même à un petit morceau de charbon pour rappeler qu'il fallait être sage. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner et pour l'ambiance de Noël? Certains font des étiquettes spéciales sur les cadeaux, et le matin, il faut deviner à qui elles appartiennent. Ça rend le déballage encore plus amusant. Tu as raison, confetti. Aujourd'hui, la folie des magasins déborde de cadeaux et de décorations, mais ce n'est pas leur prix qui compte, c'est le geste, le partage, et surtout la magie de Noël que chacun choisit de vivre à sa façon. La béchamel, incontournable dans beaucoup de recettes. Je fais fondre doucement 200 g de beurre dans la casserole, jusqu'à ce qu'il devienne bien brillant. On ajoute ensuite 200 g de farine pour créer un roux doré. On mélange bien, en laissant les deux ingrédients se marier et se transformer en une pâte homogène. Puis, je verse petit à petit mes 2 litres de lait, en remuant constamment pour éviter les grumeaux. On continue de mélanger jusqu'à obtenir une sauce lisse, onctueuse et veloutée, qui nappe parfaitement la cuillère. On remet ça avec un peu de notre sel aromatisé. La béchamel est prête. Elle va nous permettre d'achever cette recette qui a demandé tant de soins et d'amour pour enchanter les papilles de vos invités le soir du réveillon. Oh, ces mini quenelles sont adorables. On en garde un peu pour faire joli sur les assiettes, et les autres vont faire un petit plongeon dans la béchamel. Je verse aussi la poêlée de fruits de mer dans la béchamel et je mélange avec soin, créant ainsi une garniture généreuse et irrésistiblement gourmande. À présent, on goûte la garniture, puis on ajuste l'assaisonnement, jusqu'à atteindre ce qui nous plaît. Voici le compagnon parfait des vols au vent, qui attendent sagement l'arrivée de leur trésor. Nous avions dit 25 grammes par personne. Et comme nous serons 14, cela fait 350 grammes de riz sauvage à plonger dans l'eau bouillante. 15 minutes de patience, et il sera tendre, prêt à rejoindre nos assiettes. On égoutte le riz une fois cuit, comme s'il se préparait pour un grand bal, puis on le met de côté. Les petits chapeaux de pâte feuilletée ont été retirés délicatement de chaque bouchée à la reine, laissant apparaître leur cœur prêt à recevoir la garniture. Équipé d'une cuillère à soupe et d'une cuillère en bois, je remplis ma cuillère à soupe de garniture, puis, à l'aide de sel en bois, je pousse le tout dans le creux de cet écrin de feuilletage. Je recommence jusqu'au dernier, généreux dans mes portions sur le dessus avant de replacer les petits chapeaux. C'est ainsi que nos ingrédients ressurgissent. J'espère que vous n'avez pas oublié de garder les ingrédients pour le décor final. Les crevettes entières crues, les noix de pétoncle crues, les plus belles girolles et les mini-quenelles. Oui, tous. Plongez les crevettes entières et les noix de pétoncle dans l'eau bouillante, égouttez-les, puis mettez-les de côté avec les girolles et les quenelles déjà prêtes. Avant de passer à la fin, il nous reste quelque chose d'important. Une fois vos bouchées à la reine garnies, repassez-les quelques minutes au four pour les servir bien chaudes. Je passe au dressage. Je vous en montre une, et à vous de jouer pour les suivantes. J'ai choisi une assiette creuse pour une présentation festive. D'abord, je dépose délicatement un vol au vent au centre. Je retire son petit chapeau, que je viens planter à la verticale dans la garniture, puis je dépose une crevette entière, la belle girole, quelques noix de pétoncle et 5 ou 6 mini-quenelles. Je termine en formant un anneau de riz sauvage tout autour de la bouchée à la reine. Et voilà,
Une belle assiette prête à être servie à vos invités. Cette recette permet de réaliser 14 vols au vent, soit 3,77 € par personne, avec un coût moyen de 5,66 € le kilo. Nous avons dépensé environ 52,70 € d'ingrédients, sans compter la décoration. Ça fait environ 4 € par personne. Franchement abordable, avec une assiette généreuse comme au grand banquet. Et bien moins cher que si vous les achetiez tout prêts. De plus, dans ce prix global, nous avons préparé 150 mini-fonds de pâte brisée, que Confetti vous a présenté avec nos mini-tartelettes, et les ronds des cavités en pâte feuilletée ont servi à créer des mini-chaussons aux pommes. Bon, la cuisine est en pagaille, mais les souvenirs, eux, sont bien rangés dans le cœur. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Chaque regard, chaque soutien, chaque instant passé ensemble donne vie à ce théâtre un peu fou. Si l'élan vous a plu, rejoignez la troupe. Et surtout, continuez de cuisiner, de rêver et de rire. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle mijote déjà pour la prochaine recette. À vous tous, qui nous suivez chaque mois, nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes, pleines de lumière et de partage.